Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau M. Moussa Touré. Il est le président du parti 7 Jariñ Sama Réew. Bonjour et bienvenue, M. Touré. Bonjour, Madame Baké. Heureux d'être sur votre plateau. Et c'est partagé. Nul besoin de vous présenter, M. Moussa Touré, mais on peut retenir que vous êtes un ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal sous le régime du président Abdou Diouf et ancien président de la commission de l'UEMOA. A-t-on dit l'essentiel sur votre parcours? Tout à fait, c'est cela. Oui, et on entame ce débat face à la presse. Le premier des ministres du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a mis en garde toutes les personnes qui s'évertueraient à agiter le débat sur le pétrole sénégalais. En tant qu'acteur politique, de quelle manière allez-vous décoder même ce message? De manière très négative, Madame Baké, il faut dire. Bon, en vérité, je n'attendais pas grand-chose dans cette opération-là. Je veux dire en termes d'éclaircissement, en termes de tentative ou d'exercice pour rassurer les Sénégalais. Et je n'ai pas été déçu de ce que j'ai pu lire parce que je n'ai pas regardé cela, bien entendu. Ah oui, pourquoi cela ne vous intéresse pas? Non, pas à ce point-là, mais j'ai pu lire et j'ai recoupé tout ce que j'ai pu lire, donc ce qui me semble être la vérité. Oui. Il y a eu des explications qui se voulaient techniques et puis il y a eu beaucoup de menaces. Oui. Pour les explications, ce que je retiens, c'est que je crois que il y a quelque chose qui gêne. Parce que dès qu'un problème est soulevé, ce qui est dit semble plausible, semble possible, c'est véhiculé, ça prend de l'ampleur et on ne fait rien à ce stade-là pour arrêter les choses. On attend que beaucoup de choses aient été dites et faites pour, à un moment donné, dans une espèce de de réflexe pavlovien, et de dire, bon, maintenant, on va aller essayer de dire. Mais il y a des moments où ce qu'on peut dire, même si, finalement, ça recouvre une certaine vérité, ça n'a plus de sens, parce que ma foi, les gens se disent, c'est maintenant qu'ils réagissent parce qu'ils se rendent compte que la chose l'a fait mal, et c'est pourquoi ils réagissent. Alors que, vous trouvez que la réaction a été tardive? Non, le gouvernement doit en permanence éclairer les Sénégalais sur les dossiers importants, sur les choses importantes. Il n'est pas besoin d'attendre que la fumée sorte, que le feu se déclare pour dire on va l'éteindre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi, je suis toujours gêné quand chaque fois il y a un membre de la famille d'une autorité, un parent à lui ou un parent par alliance, des noms sont agités en permanence. Alors, il y a bien sûr une présomption d'innocence, une présomption de non-implication dans ces dossiers-là. Mais à la longue, il y a quand même anguille sous roche. Je le disais à un de vos confrères l'autre jour. Oui. Moi, j'ai été ministre de l'économie et des finances, du plan et du commerce. Oui. Mais je peux dire que pendant 8 ans, j'ai eu la haute main sur le ministère des Finances. Parce qu'il y a eu une période où j'avais un ministre qui était un gentleman qui m'a laissé gérer le ministère. Pendant 8 ans, j'étais tout puissant, entre guillemets. Mais enfin, pendant cette période-là et jusqu'à aujourd'hui, jamais mon nom n'a été agité dans une affaire sombre ou louche. Donc, si un nom est agité une fois, 2 fois, 3 fois, et dans des cas toujours, excusez-moi du terme, tordus, oui, il y a problème. Alors, il faut quand même que l'État, à son niveau le plus élevé, se couvre un peu plus de moralité, un peu plus de rigueur. Parce que le slogan qu'on nous a servi il y a 4 ans, un État, comment on dit, vertueux, sobre et vertueux. Sobre et vertueux. Mais enfin, il faut que ça ait un contenu. Jusqu'à ce moment-ci, ce n'est qu'un slogan vide et creux.
Ça, c'est la première des choses. Dans le fond, quand même, ces dossiers sur le pétrole comportent des zones d'ombre, comportent des problèmes. Il faut qu'on les éclaire de manière sereine. Pourtant, il a dit que les contrats pétroliers sont dans la rue. Non, c'est pas dans la rue. Après, à qui on dit ça? Moi, comme je vous dis, il ne peut pas y avoir de contrat dans la rue à 100%. Il y a toujours des choses qui sont plus ou moins... Mais attendez, pourquoi on accuse notre frère, neveu, Ousmane Sonko, de divulgation, de secret, de manquement à son obligation de réserve? Parce qu'il y a peut-être des choses à cacher. Mais si tout était transparent, clair, net, il n'y aurait rien à cacher et il n'y aurait rien à divulguer. Mais enfin, quand même qu'on se comprenne. Oui. C'est un problème, une question de logique. Oui. L'autre aspect, ces menaces-là, il faut arrêter. Vous savez, c'est à force de menaces, à force de mesures coercitives, injustes, etc., qu'ils fabriquent des martyrs et des héros. Il y a des cas, je ne vais pas citer de nom, des gens qui étaient honnis par l'ensemble de la population. Ils en ont fait maintenant des gens pratiquement adulés. Alors, à quoi ça sert? Et puis, ce genre de dossier-là qu'on agite, qu'on menace des gens, qu'est-ce qui va se passer? Un semblant de procès? Et même si les magistrats chargés de juger cette affaire-là sont complaisants, qu'est-ce qui va se passer? On va vous enfermer 3 mois? Mais attendez, un homme politique qui est engagé, qui est convaincu, qui aime la chose publique, politique, il ne craint pas d'aller dormir à Rebeuss encore. Il faudrait d'abord ouvrir Rebeuss. Après ce qui s'est passé hier avant-hier. Oui, on y viendra, mais d'autres pensent que le ton menaçant du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ne fait peur à personne, ni lui, ni à l'endroit des personnes comme ni Abdoul lui, Mbaye et Ousmane il ne fait Sonko. peur à personne, ni lui, ni celui qui est au-dessus de lui. Ils font peur à personne. On le voit tous les jours que Dieu fait. Il faut d'abord qu'ils fassent peur à leur propre famille, à leurs propres amis, avant de passer à d'autres. Est-ce que vous avez vu le cas? Ici, depuis 2012, n'est-ce pas, un compagnon, quelquefois même un lampiste, un sourd, un sourd, montrer qu'il a peur. On dit une chose, au niveau le plus élevé, ils sortent, ils disent le contraire. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Rien. Peur. Déjà, comment voulez-vous que ceux qui sont résolument opposés, parce que mécontents de la manière dont le pays est géré, comment voulez-vous qu'ils aient peur? Ce sont des gens qui ont déjà fait don de leur personne au peuple, au pays. Alors, ça ne sert à rien. Est-ce que vous vous attendez à des poursuites judiciaires dans cette histoire? Mais ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, poursuivre qui ils veulent. Ça ne servira à rien. L'échéance qui a été décidée par Dieu et qui se dessine arrivera. Il faut qu'ils fassent attention. Vous savez, il y a dans ces tribunaux, soit TPI, la Cour pénale internationale, la CPI ou d'autres tribunaux. Aujourd'hui, on juge des gens qui ont commis des méfaits il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a des choses qui ne sont pas, qui sont imprescriptibles. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. Regardez ce qui était là hier. 2012, c'est pas vieux. Qu'ils les consultent. Et s'ils peuvent leur donner de bons conseils, ce serait de ne pas faire comme ils ont fait eux. Parce qu'ils le regretteront. Oui. Parce que rien n'est plus grave. Je vais vous dire, Madame Baké, d'être un Sénégalais, né au Sénégal, un Sénégal qui se respecte et qui est obligé de raser les murs, de se cacher, de ne pas sortir. Parce que partout où il va, il est l'objet de la vindicte des gens. Il y en a en ce moment qui n'osent pas se montrer, qui sont très discrets dans les baptêmes, les deuils, etc. Parce qu'ils ont eu des comportements qui n'ont pas été normaux, qui n'ont pas été corrects. Alors il faut qu'ils pensent à cela. Tout ça, ça a une fin un jour. Oui. En le prenant au mot, le Premier ministre regrette tout ce tohubohu créé à cause du pétrole. Selon vous, est-ce légitime d'en parler? Légitime de la part de qui? De parler de ces contrats pétroliers que le Sénégal a signés. Vous savez, dans les pays qui se respectent, des pays qui sont de véritables démocraties, quand un problème comme ça est soulevé, mais il y a des structures qui sont mises en place ou qui sont créées ou qui sont activées
pour éclairer l'opinion. Ça a été déjà fait avec les ministres des Finances, des Mines et même le DG de Petrosen. Non, je ne parle pas de cela, mais je parle de gens qui sont à l'extérieur de cette affaire-là. Je allais dire, si c'était un pays organisé, sérieux, l'Assemblée nationale, une commission parlementaire, mais tout le monde sait ce que vaut au Sénégal une commission parlementaire. Faite de gens qui non seulement sont des affidés du régime, mais qui en plus sont, pour l'essentiel, de véritables ignares. Alors, pas cela, mais il y a des expertises dans ce pays-là, des gens indépendants. C'est comme cette affaire dont on parle, oui. Le carburant frelaté qu'on nous envoie au Sénégal. Oui. On nous dit oui, mais non, c'est pas vrai parce que ce qu'on nous envoie est contrôlé par la SAR, par. Mais quand on regarde bien, tous ces gens qui font ce genre de contrôle-là sont partie prenante. On ne peut pas être juge et partie. Le contrôle, les résultats que la SAR nous donne, pour moi, ça n'a aucune valeur. Oui. Comme les résultats que me donnerait le ministère chargé de l'énergie. Par contre, s'il y a un collège de scientifiques qu'on peut aller chercher au niveau de la fac de sciences ou des structures indiquées qui sont tout à fait en dehors de la politique, en dehors des affaires, en dehors des lobbies, cela, oui, j'aurais confiance en leurs conclusions, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas la peine de faire tout ce bruit-là. Oui, avant d'évoquer ce scandale de Doty Diésel, il y a eu le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, qui s'est prononcé sur les questions posées par Ousmane Sonko, notamment sur les impôts non payés dans ces transactions entre Cosmos Energy, Petro-Tim et l'État du Sénégal. Avez-vous lu son communiqué? Madame Baké. Oui. Ça que vous dites là, c'est antérieur au point où... C'est le week-end avant la sortie médiatique du Premier ministre. Premier ministre. Oui. Alors, si ça avait été si convaincant, si clair et si net, pourquoi le Premier ministre aurait-il eu besoin de faire sa sortie? C'est pourquoi je vous dis, il y a problème. Tout le monde s'agite. Tout le monde envoie des chiffres. D'ailleurs, des gens qui n'en savent pas plus que moi, parce que je les connais. Je connais sans doute le niveau d'intelligence ou le niveau intellectuel. Mais c'est pas crédible. J'ai souvent dit qu'il faut éviter que certaines autorités de ce pays soient envoyées au charbon pour parler de tout et de n'importe quoi. Leur voix n'est plus crédible. Il faut que ceux qui parlent, on leur reconnaisse une légitimité. En ce moment, ce qu'ils disent peut être entendu. Mais si on parle de tous les sujets, parce qu'on vous a envoyé au créneau, parce que peut-être d'autres n'ont pas voulu y aller, pour telle ou telle raison, on vous envoie à l'abattoir, appelons ça comme ça, mais ce n'est pas crédible. Voilà un peu ce qui se passe dans ce pays-là. Ce n'est pas la peine de s'agiter et tout cela. Il faut prouver aux gens, de manière sereine, posée. Ils doivent convaincre aussi bien ceux qui contestent que ceux qui sont là, qui écoutent, qui sont dans les maisons, ils sont dans les foyers. Parce que c'est eux les Sénégalais aussi. Et ils ont besoin de savoir. Dans cette transaction, peut-on admettre que l'État du Sénégal ne puisse rien gagner quand Petro-Tim a cédé 60% de ses parts à Cosmos Energy? Moi, ce que je vais en dire, comme je vous dis, vous savez, moi j'aime parler de ce que je sais et aller au fond de ce que je sais. Quand je ne sais pas beaucoup, je suis prudent. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si déjà, au niveau de la Direction générale des impôts et domaines, sont des inspecteurs des impôts qui savent manier le code général des impôts. Et en l'occurrence, dans le cas d'espèce, le code minier. Cela, dont c'est le métier, si déjà entre eux, il y a divergence, il y a discussion. Ça, je sais parce que j'ai vécu ça en tant que ministre des Finances. Ça veut dire qu'il y a peut-être problème. Ça veut dire qu'il y a besoin de discuter de manière claire, transparente, nette. Et puis, dans cette discussion-là, il faut mettre en avant, privilégier les intérêts de l'État, les intérêts des Sénégalais. Il ne faut pas privilégier les intérêts d'autrui. Peut-être moyennant, mais il ne faut pas le faire. Donc, c'est ce que je dis. Moi, je n'entre pas dans le débat technique parce que vraiment, on me cite des articles que je lis qui me semblent très clairs, très nets, mais je ne veux pas aller très loin. Mais ce que je veux dire, c'est un peu, il faut qu'au niveau des impôts, et peut-être de certains spécialistes, experts comptables ou autres, qui travaillent dans le secteur, il y en a qui en connaissent beaucoup, mais qu'on puisse revenir, qu'ils examinent les choses, et puis si nous sortons un rapport. Mais
ce sera plus crédible que du rapport ou le communiqué signé par mon jeune frère Amadou Ba ou par le Premier ministre ou par le Président de la République. Oui. C'est cela. C'est-à-dire, il y a un problème de communication. Oui. Peut-être animer un débat public avec Ousmane Sonko qui les a conviés à un débat public. Le débat public même, c'est pas bon. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que tel est plus éloquent que l'autre. Tel est plus pugnace que l'autre, ainsi de suite. C'est pas ça. Que ce soit écrit. Il y a quand même des gens qui savent lire dans ce pays et réfléchir après avoir lu. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Mais je reviens encore à mon point de départ. Il est gênant que dans ces dossiers, entre guillemets, de manière triviale, je vais les qualifier foireux, ces dossiers nauséeux, qu'il y ait toujours quelqu'un de la famille, de la belle famille, du parti, un ami qui soit à l'intérieur et quelquefois au milieu. C'est ça qui est extrêmement gênant. Et c'est ça qu'il faut bannir. Parce que tant que ce ne sera pas fait, il y aura toujours une suspicion légitime qui va peser sur tout ce que fait l'État. Malheureusement, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Oui. Dans les hydrocarbures, on y reste avec ce scandale de Dirty Diesel qui secoue l'Afrique. Quelle qualification allez-vous coller au mutisme des autorités sénégalaises? Je ne vais pas les accabler. Vous savez pourquoi? Il y a quand même des règles de commerce qui sont universelles. Madame Mbaké, le pull que vous portez est de qualité. Il coûtera plus cher que le pull que vous allez acheter à Feuguediaï. N'est-ce pas? Oui. Celui qui achète le pull de Feuguediaï, il ne faut pas qu'il ait la prétention que son pull a la même qualité que le vôtre. C'est pas compliqué. C'est ça la réalité des affaires. Oui. Nous n'avons pas dans nos pays un pouvoir d'achat élevé. Alors, où on fabrique des choses spécialement pour nous, qui ne seront pas de la première qualité, ou bien alors dans les choses qui existent, les rebuts, les déchets, les résidus, on les envoie. Je vais vous donner un exemple. Quand vous achetez un paquet de cigarettes ici au Sénégal, actuellement c'est autour de 700 francs le paquet. Mais le même paquet, de la même marque, vous l'achetez en France, vous l'achetez à Londres, il coûtera 10 fois plus cher. Vous me direz qu'il y a effectivement des taxes qui sont plus élevées dans ce pays-là. Mais ce ne sont pas que les taxes. Ça veut dire que le fabricant, ces cigarettes-là, il met dans ces cigarettes qu'il va dans ces pays ardus, oui, du tabac de qualité, du tabac de choix. Alors que chez nous, on nous dit, bon, ils n'ont pas le choix. On envoie ce qu'il... C'est la même chose. C'est normal. Je le disais. Parce qu'on est pauvre, qu'on ne doit pas consommer les bons produits. Je le disais à un de vos confrères l'autre jour. Ce n'est pas scientifique. C'est presque une anecdote. Et mon véhicule, je prends du carburant, gasoil, un peu partout. Donc, ce n'est pas lié à une marque. Mais il m'est arrivé plusieurs fois jusqu'à maintenant qu'il vous signale de l'eau dans le gasoil. De l'eau dans le gasoil. Il a fallu même à un moment donné enlever le réservoir, le vider, le nettoyer, le sécher et le remonter. Et ça continue quelquefois à l'indiquer. Il y a quelque chose. Et tout le monde sait que quand même en France, je sais que ça existe. Il y a des problèmes de différence de teneur en ceci ou en cela selon les marques de pétrole ou les marques de gaz. Alors donc, il ne faut pas qu'ils fassent toujours des actes ou des comportements, qu'ils aient des comportements sur la défensive. C'est d'autant plus que, Mme Mbaké, l'ONG en question, oui, n'a pas visé que le Sénégal. Oui, il y a eu d'autres pays. D'autres pays. Oui. Alors, donc, ce qui veut dire que c'est moins la faute de nos pays que la faute de ceux qui nous envoient ces choses-là. Donc, je reviens à mon point de départ. Oui. Une fois que nous avons fixé des normes de qualité, mais ma foi, il faut qu'on mette en place des structures indépendantes, autonomes, chargées de faire ces contrôles-là. Mais si la SAR passe ses marchés, peut-être même des fois de gré à gré, n'est-ce pas? Oui, parce que ça existe. Ou la Sénélec, ou je ne sais pas qui. Et puis, ce carburant arrive ici, que ce soit la SAR elle-même qui va contrôler,
Mais la SAR ne va pas révéler qu'il y a des différences entre la qualité qu'elle avait commandée et ce qui lui est livré. Oui. C'est de bonne guerre. Mais s'il y a un organisme indépendant, il faut qu'on ait ici des organismes indépendants, à commencer par la magistrature. Parce qu'effectivement, ça, c'est le fait de l'affaire. Oui. Mais si on n'a pas ce genre de choses-là, des gens indépendants, autonomes, oui. Ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qui se passe dans ces choses-là. Et on pourra parler d'autres choses. Oui. L'huile végétale qu'on consomme, moi je défie quelqu'un d'aller vérifier de manière objective, indépendante, toutes ces huiles-là qu'on nous envoie ici. On verra les mêmes problèmes qu'on voit dans les viandes là qu'on saisit de temps en temps ou tel autre produit. Oui. On nous envoie des déchets. On nous envoie des résidus. À qui la faute? Connu. Mais comme je dis, c'est la faute de... D'abord, ça me permet d'embrayer sur un autre problème. Mais oui. Ces gens qui importent toutes ces choses-là, vous savez, Mme Baké, en général, pour les cas qui sont faits volontairement, je veux dire, hein, oui. Pas là où on trompe l'importateur. Mais quand l'importateur lui-même est plus ou moins complice de ces choses-là. Mais oui. Tous ces gens-là dont on parle, ce sont des Sénégalais en général. Et ça m'amène à ce débat qui a été soulevé il y a quelques semaines, heureusement qu'il a été éteint, sur la nationalité, la binationalité et tout ça là. Je dis, il faut arrêter ce débat. D'abord, il est réglé par le code de la nationalité, il est réglé par le code électoral. Mais c'est qu'en plus, vous savez, être 100% sénégalais, rien que sénégalais, ne garantit pas un amour entier pour le pays, ne garantit pas, n'est-ce pas, une vocation, une conviction profonde pour servir ce pays-là. Combien de Sénégalais à 100%, purs Sénégalais comme on dit, sont en train tous les jours que Dieu fait de vendre le Sénégal? Et par contre, vous avez des gens... Vous parlez de patriotisme. Manque de patriotisme. Oui. Mais ça même, c'est pas assez fort, mais c'est parce qu'ils font du brigandage. Ils font du brigandage. Par contre, vous avez des gens qui ne sont pas des Sénégalais de naissance, qui ont d'autres nationalités peut-être, mais qui aiment, qui adorent le Sénégal. Et qui, vous savez, j'ai eu un conseil technique français. Une fois, j'ai été ému parce que on parlait en passant d'un dossier, assistant technique français, il dit nous, en parlant du Sénégal. Ça m'a ému. Et pourtant, quand il disait nous, c'était par opposition à des intérêts ou des affaires franco-françaises. Oui. Alors, donc, c'est ça le problème oui. Dans tous ces débats-là qui sont soulevés. Oui. D'ailleurs, toujours par les mêmes, parce que ça, c'est eux qui l'ont soulevé. Hein. Bon, maintenant, celui qui a été le porte-parole, le porte-voix, n'était peut-être pas le plus indiqué, parce que c'est peut-être pas le plus intelligent, le plus doué d'entre eux, s'il y en a. S'il y en a. Oui. Ce qui n'est pas étonnant que, justement, il y ait eu ce tohu-bohu dont vous parliez tout à l'heure, Mme Baké. Oui. Puisqu'on parle d'économie, 3200 milliards pour l'exercice budgétaire de 2017, cela vous convient? Alors, c'est plus, il me semble, parce que j'ai cru savoir que c'était 3200 milliards, encore qu'il y a eu une loi de finances rectificative. Oui. Donc, si ce qu'il disait est vrai, on doit tourner autour de peut-être 3400 milliards ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, qu'est-ce que vous me demandez comme commentaire là-dessus? Un bon chiffre pour manager? Oui, ça donne des moyens. Ça donne des moyens, mais vous savez, les moyens, il faut les utiliser de manière qualitative, oui. De manière sélective, de manière juste et de manière loyale. Alors, si tout ça est réuni, on peut faire beaucoup de choses avec 3400 milliards. Oui. Mais si c'est pour autre chose, pour l'essentiel de cet argent-là, c'est dommage. Je pense que le Haut Conseil des collectivités territoriales va déjà consommer une partie de cette manne-là, sans compter les autres institutions, aussi budgétivores qu'inutiles, et dormantes, qui sont dans ce pays-là. Oui. Et pourtant, il y en a quantité, hein. Parce que quand on parle, on pense qu'on vise le Conseil, on vise le Conseil économique, social et environnemental, oui. L'Assemblée nationale. Il y en a des dizaines d'autres dans les agences là, ce genre de structure. Il y a des agences qui attendez, on marche sur la tête, qui n'ont aucun sens. D'ailleurs, je sais que ceux qui les dirigent à un moment donné se sont beaucoup défendus pour justifier
l'existence de ces agences-là, mais enfin... Il y a eu beaucoup d'agences qui ont été dissoutes. Les outils, les maisons des outils, quoi encore? Bon, il y a des choses comme ça, quoi, qui n'ont aucun sens. Ou bien alors, des agences qui se télescopent. Je crois savoir que d'ailleurs, à propos de gouvernance locale, gouvernance territoriale, oui. Il y a 3 ou 4 institutions qui sont sur ce terrain-là. D'ailleurs, aucune ne sait ce qu'elle aura à faire. Oui. Voilà. Mais par contre, bon, on va décaisser pour payer, pour acheter des véhicules, etc., etc., etc. Oui. Ça qui est dommage. Le Sénégal n'est pas un pays riche. Il faut qu'on arrête. Oui. Il y a des choses que nous faisons ici. Pour tel objet, on dépense tant, alors que vous prenez la France ou les États-Unis, pour le même objet, ils sont 100 fois plus riches que nous, ils ne dépenseront pas ce montant-là. Oui. Lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a exprimé sa volonté d'évaluer ou bien de faire un bilan sur les différents conseils des ministres décentralisés organisés un peu partout à travers ce pays. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres? Ce que je retiens simplement, c'est que c'est encore une fois des discours, des slogans et tout ça là. Mais attendez, un conseil des ministres décentralisé est organisé à Saint-Louis, je crois que c'était le premier. Bon, enfin bref, à Saint-Louis, mais l'évaluation doit être continue au jour le jour. On ne doit pas attendre 3 ans, 4 ans pour dire on va évaluer. C'est-à-dire, toutes ces choses-là qu'on annonce, qu'on dit, c'est de la pure communication. Ou bien alors, justement, parce qu'à un moment donné, on s'est réveillé. Ah, enfin. Et puis on dit, il faut aller évaluer ceci. Mais ça doit être un processus continu. Vous savez, quand vous construisez une maison, au fur et à mesure que le maçon pose les briques, vous venez regarder si les briques sont bien droites, sont bien posées, et il continue jusqu'à l'achèvement de la maison. Vous n'attendez pas que la maison, soit disant, on vous dit que la maison va être construite en 12 mois, vous n'attendez pas le 12e mois pour venir voir. Parce que s'il y a des dégâts, des catastrophes, c'est déjà fait, c'est déjà consommé. Oui. Malheureusement, c'est ce qui se passe le plus souvent. Cette évaluation, le suivi doit être permanent. C'est pas besoin de le déclarer. Oui. Si vous, quelqu'un, vous lui remettez de l'argent pour faire telle chose, Madame Mbaké, s'il doit faire la chose, un meuble, un beau meuble que votre mari vous a offert, ma foi, chaque jour, vous irez voir si le meuble avance. S'il a mis un bon miroir, s'il a mis des poignées qui sont bien, ainsi de suite. Mais si vous attendez le jour que je vous livre le meuble, ah non, je voulais une autre dimension, je voulais ceci, c'est trop tard. Oui. Donc, c'est ça. En fait, il faut quand même que ces gens-là apprennent à travailler. On ne peut pas réinventer la roue. Ils ne peuvent rien inventer. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder ce qui s'est fait dans le passé, regarder ce qui a été bien fait, l'adopter, l'améliorer, abandonner ce qui a été mal fait. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils sortent de la cuisse de Jupiter, parce qu'ils ne sortent pas de la cuisse de Jupiter. Oui. À la limite, même pas de... Bon, enfin bref. Monsieur Moussa Touré, dans les colonnes du journal L'Observateur, on vous a vu taper fort sur le régime. Qu'est-ce qui justifie cette posture? Mais, c'est-à-dire, vous savez, moi, on m'a fait une députation, maintenant, bon, à force de l'entendre, je l'accepte. Oui. Mais ce n'est pas ma nature, ce n'est pas mon caractère. Ceux qui me savent que j'ai eu une très bonne éducation. Je suis d'une famille, nous sommes très corrects. Nous sommes une famille aussi où les gens ont l'amour du travail. Si je vous dis que nous sommes que des garçons, mais, machallah, sant nañu yàlla, à force de courage, mais à force aussi de vérité. J'ai des frères, comme on me dit, sànnikatu xeer, durs, qui sont plus durs que moi et qui ne sont pas dans la politique, parce que nous avons l'amour de la vérité. C'est la vérité que je dis. Vous parliez tout à l'heure, Madame Baké, oui, des conseils des ministres décentralisés. Mais j'ai tout le temps dit, ici sur votre plateau, avec votre ancien collègue, oui, confrère et collègue, Pierre-Edouard Faye, j'ai toujours dit ici passage, oui, que je suis pour les conseils des ministres décentralisés. Et mieux encore, je dis, je serai pour qu'au lieu de passer 2 jours, 3 jours, un petit conseil interministériel suivi du conseil des ministres, que le chef de l'État, le Premier ministre et les ministres, ils passent 1 semaine. Mais pas 1 semaine dans les bureaux. 1 semaine à aller dans le terroir, aller chez les gens, voir comment les gens vivent, quels sont les problèmes des gens, quels sont les besoins des gens. Il y a des conseils interministériels organisés? C'est pas la même chose. Donc, je dis, ça, j'approuve. Donc, mais par contre, quand
je ne trouve pas mon compte dans une chose, mais ngir yàlla qu'on me laisse quand même le loisir de dire non, je ne suis pas d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, malheureusement, qu'on me donne l'occasion d'être d'accord sur plusieurs choses. Vous savez ce que je ferai en ce moment? Oui. Je serai dans mon salon à me reposer, ou alors aller en famille à la Gueule Tapée, voir mes nièces, mes neveux, etc. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays pour que vous... Beaucoup de choses ne marchent pas. D'abord, la justice ne marche pas. Oui. On n'est pas juste dans ce pays-là. Madame Mbacké, je vais vous dire une chose. C'est pas bon dans ce pays que lorsqu'on entend des nominations, tout le monde le sait et les personnes ne veulent le dire haut et fort. On cherche à savoir qui a été nommé, comment il s'appelle. Et souvent, c'est les mêmes noms, les mêmes choses qui réapparaissent régulièrement. Ou bien alors, d'où il est. On vous dirait qu'il est de telle région. Ou bien alors, mais je ne suis pas contre qu'on mette des gens des partis au poste. Mais il faut qu'ils aient la compétence, qu'ils aient la formation pour cela. Oui. Mais mettre quelqu'un qui après se demande qu'est-ce que je fais là, c'est pas bon pour le pays. Ça, ce sont ces choses-là. Et deuxième chose, c'est que, mais attendez, l'État n'a jamais bien, dans aucun pays, n'a jamais bien payé ses fonctionnaires. Dans aucun pays. Pour être précis. Ni chez nous, ni dans les pays développés. Quand vous voyez un ancien fonctionnaire, est-il été ministre, avoir un certain train de vie, sa moralité doit être mise en doute. Malheureusement, il faut dire la vérité, depuis un certain temps, vous avez des gens, il a suffi qu'ils soient pendant 2 ans directeur général ou ministre, ceci, cela, leur richesse, ça sort de leurs yeux, ça sort de leurs oreilles. Comment ça? Et rien n'est fait. La preuve, tous ces rapports dont on parle, les rapports de l'IGE. Mais quand vous lisez un rapport de l'IGE, Madame Mbacké, le soir, vous ne dormez pas. Tellement il y a de grosses choses qui sont révélées. Vous lisez un rapport de la Cour des comptes. Moi, je le reçois régulièrement parce que mes anciennes fonctions me donnent ce privilège. Le rapport de la Cour des comptes, c'est la même chose. L'OFNAC, vous avez suivi? Alors, au lieu de sanctionner les grands bandits, les voleurs, les brigands, on sanctionne ceux qui les ont dénoncés. Voilà un peu. L'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas pour ce qui se fait le plus souvent. On pourrait continuer dans d'autres domaines. Mais pourquoi vous dites que le chef de l'État manque de vision? Pourtant, il y a le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent. Vous savez, vous les Sénégalais là, lorsqu'on vous donne bien sucré, bien bon là, vous perdez les pédales. Ce plan, je l'ai toujours dit, c'est pas un plan en tant que tel. Lorsque vous l'ouvrez, vous le lisez, il n'y a pas de vision. La partie où on parle de vision ne dépasse pas 2 paragraphes. Tout le reste, c'est des projets ou des programmes qu'on a alignés. Numéro 1, numéro 2, numéro 27, numéro tant. Mais ce n'est pas une vision, ça. Une vision, c'est de dire, Madame Mbacké, moi, je voudrais que les Sénégalais, demain, l'enfant, n'est-ce pas, du Sénégalais, puisse être dans des conditions extraordinaires en matière de santé, qu'ils puissent faire des études pointues, au lieu d'aller tous faire le plus facile, la faculté des lettres, alors que nous avons besoin de scientifiques, beaucoup de scientifiques. Alors, c'est là où il n'y a pas de vision. Moi, président de la République, je dirais il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas que la moitié des étudiants du Sénégal soient à la fac de lettres. C'est pas bon pour le pays, c'est pas bon même pour ces gens-là. C'est après des gens qui végètent, ils ne trouvent pas d'emploi, ou bien alors ils font les volontaires, ce genre de choses-là. C'est pas ça. Alors donc, il y a des décisions courageuses à prendre. Oui. Mais gouverner, ce n'est pas de dire je baisse la tête, je rase les murs pour attendre que le délai arrive. Encore que, même si on veut renouveler ce délai-là. Mais ça demande à prendre des initiatives, à avoir un courage et à avoir le souci permanent de régler les problèmes des gens, c'est-à-dire de faire avancer ce pays-là. Oui. Mais ce pays n'avance pas. Et on avance dans cette discussion. Ce 4 septembre, on a vécu les élections des 80 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Si l'on se souvient bien, en 2012, pareille période, en septembre 2012, on avait dissous même le Sénat pour des questions d'inondation. Et ce même spectre réapparaît. Que devrait faire l'État? Mais c'est ce que je vous dis. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Déjà en 2012, parce que ça va surprendre tout le monde.
Et moi, j'étais membre de Benno Bokk Yakaar. Parce que j'étais membre de Benno Siggil Sénégal. Ensuite, Benno Bokk Yakaar. Nous avons fait campagne pour Macky Sall pour le deuxième tour. Tout à l'heure, on était en réunion dans nos locaux de notre parti. Et je disais à nos amis avec qui on était, dans ces locaux-là, on a tenu des réunions de Benno Bokk Yakaar. Ce n'était pas parce que nous avions choisi Macky Sall. C'est parce que nous pensions que Macky Sall, dans le pire des cas, mooy tane Abdoulaye Wade. Est-ce que vous voyez? S'il faut choisir entre deux mots, on essaie de choisir le moindre mal. C'est ce qui s'est passé. Mais, alors, une fois qu'il a été élu, on a vu la suite des choses. Ils ont voulu, et c'est ça, je vais y venir, donc, mettre en œuvre le Sénat. Oui. Et ce qui me déçoit dans ce pays-là, et ce qui me déçoit dans beaucoup de responsables politiques, au niveau le plus élevé, dans ces partis qu'on appelle grands partis, je ne dis pas le grand parti de notre jeune frère Malick Gakou, ces responsables qui s'étaient battus pour la suppression du Sénat, qui avaient été contre, une fois que Macky a été élu, ce sont les premiers à avoir fait des listes de gens à envoyer pour aller au Sénat. Bon, ce projet a capoté parce que les Sénégalais n'en ont pas voulu. Et de manière subitement, dans ce référendum-là... Vous dites que ces leaders de Benno Bokk Yakaar étaient les premiers à postuler pour mettre sur pied le Sénat. Des gens renouveler le Sénat. Oui, proposer des responsables, des militants de chez eux au Sénat. Ça, c'est sûr. Alors, le Sénat n'ayant pas été mis en place, oui, parce que tout le peuple a été contre. Et d'ailleurs, c'est ça que je dis que je trouve malhonnête d'avoir profité du référendum qui était censé reprendre les conclusions des assises nationales qui me sont chères, parce que j'ai présidé une des 7 commissions thématiques, ou de la CNRI, a mis dedans des choses qui l'intéressaient, en laissant de côté, dans ses conclusions, des choses essentielles. C'est-à-dire, surtout, le double chapeau qu'a le président de la République. Président de la République, président d'un parti. Partisan. Le président de la République ne peut pas être partisan. Il doit être le père de tous les Sénégalais. C'est inconfortable. C'est injuste. C'est pas normal. Alors donc, ils en profitent pour créer ce truc-là. Mais vous allez voir, je vais vous dire une chose. Oui. Si vous m'invitez ici dans quelques semaines, je vous dirai, les 70 membres du Haut Conseil, oui, qui seront nommés par le chef de l'État, oui, on va y retrouver au moins la moitié de ceux qui étaient pressentis pour aller au Sénat en 2012. Ah oui, on va reconduire la même liste. Et qui sont en rade, certains, d'autres ont pu être plus ou moins recasés au Conseil économique, social et environnemental, d'autres sont restés en rade. Mais vous avez tout ça pour quoi faire? Oui. Sur le dos du peuple, les milliards du peuple. C'est pour élargir la clientèle, pour élargir les grands électeurs. Mais ça, d'autres, un autre l'a fait juste avant lui. Mais ça ne lui a pas réussi. Il faut qu'il change de tactique. Ce n'est pas en installant au palais tous les transhumants qui ont fait des dégâts énormes dans ce pays-là. Oui. Et d'autres gens vomis par le peuple qui n'ont plus aucune crédibilité qu'il va préparer son deuxième mandat. C'est sur le peuple qu'il doit s'appuyer. Oui. Parce que ces gens ne peuvent rien lui apporter parce qu'ils sont honnis par le peuple. Tout à l'heure, je vous parlais. Quand vous allez à des mariages, vous allez à des baptêmes, des cérémonies, ceux-là, la plupart, quand ils viennent en cachette. Parce qu'ils ne veulent même pas qu'on les voit. Ou quand on les voit, vous savez, on a des expressions en Wolof, du moyou, ou tchifotou, ou je sais pas, ce genre de choses-là. C'est ça qu'on leur fait. Ils vous méprisent du regard. C'est le mépris. Voilà, vous parlez peut-être français presque mieux que moi d'ailleurs. Oui, concernant le peuple sénégalais, malgré plusieurs milliards engloutis pour solutionner le problème, on note qu'il persiste toujours. Quel problème? Le problème des inondations. Mais ça, c'est un grand scandale. Je le disais à quelqu'un, mais c'est comme si vous m'espionnez vous aussi là. Je disais à quelqu'un ici dans vos locaux tout à l'heure, avant de vous voir,
Oui. Mais je suis ahuri parce qu'on parle de centaines, 100 milliards au moins, qui ont été mis dans la lutte contre les inondations. Vous savez, je vous dis une chose. Oui. Celui qui menace ceux qui font des révélations, s'il m'écoute, je connais des gens qui n'ont jamais travaillé dans ce secteur-là, à qui on a donné des marchés pour évacuer l'eau, des choses comme ça, qui n'ont jamais travaillé, même de leur vie. Qui n'ont jamais eu d'expérience. Et qui ont pris ces marchés qu'ils ont, comment dire encore, presque vendus à d'autres avec bénéfice. Alors, quand ils dépensent 100 milliards, si les 50 milliards s'évaporent dans ces pratiques-là, comment voulez-vous que le travail soit fait? Et ils le savent. Ils savent parce que même ils le font, quand l'autre il prend 10, eux ils prennent 1000, évidemment. Donc ils savent. C'est une grosse mafia, n'est-ce pas, qui s'est installée dans ce pays-là, à tous les niveaux. Oui. Le plus élevé, je répète encore. D'accord. L'opposition, dans les rouages de Manko Wattu Sénégal, se prépare à battre le pavé à la date du 14 octobre. Oui. D'abord, est-ce que vous allez y participer en tant que leader de parti? Et aussi, la tenue d'une telle marche aura-t-elle les résultats escomptés? Vous savez, je le dis et le redis, bon, il est vrai que lorsqu'il y a une seule voix ou deux voix qui s'expriment dans un brouhaha où il y a d'autres voix dans tous les sens, c'est difficile. Manko Wattu Sénégal, c'est bien ça, oui, a été créé. En tout cas, tous ceux qui nous ont contactés pour ce projet-là, ce que nous avons retenu, ce qui a été dit et retenu, oui, c'est que ce régime est en train de déborder. Il est en train de mener des atteintes flagrantes, dures contre les libertés. Je n'ai pas besoin de donner d'exemple. Ce régime, en matière de gouvernance, est au-dessous de tout. Vous savez, quand vous, des médias, vous dites que le Fonds monétaire a félicité le Sénégal, la banque a félicité le Sénégal. Mais enfin, parce que vous lisez, oui, on va faire 6,5% de croissance. Mais lisez jusqu'au bout, lisez la conclusion. Parce que ces gens-là, c'est de grands diplomates. Ils sont plus grands diplomates, plus ferrés, plus futés, plus fins que les diplomates là. C'est la fin qu'il faut lire. Quand ils disent, oui, tout ça c'est très, très, très bien, mais il faut améliorer la gestion financière et il faut améliorer la gouvernance économique. Et ça, tout a été dit. C'est ce qui est dans le rapport du Fonds monétaire international. Qu'est-ce qu'a dit le vice-président de la Banque mondiale avant-hier? C'est les mêmes choses. Que, oui, le Sénégal doit aller très vite dans les réformes. Mais ça veut dire que ça ne va pas. Il faut quand même savoir écouter ce que les gens disent. C'est des gens, nous, Sénégal, on a l'habitude du masla, mais aussi ils connaissent bien le masla. Okay. Tu ne passes pas, sauf si tu es Moussa Touré, au cœur, au milieu de la chose, tu arrondis les angles. C'est ça qui se passe. Donc, ça, à ce niveau-là, zéro, c'est pas bien. Donc, voilà un peu toutes ces raisons. Et je peux continuer à vous citer des choses qui font qu'il faut qu'on se reprenne. Et je vous dis, pour ne plus être d'une jeunesse teenager, le Sénégal ne mérite pas ça. Parce que nous avons toujours des valeurs dans ce pays, des ressources humaines inouïes, mais qui ne demandent qu'à être utilisées. Mais pour qu'elles soient utilisées, ces ressources humaines, à bon escient, il faut qu'on arrête de parparlot. Il faut qu'on arrête de mettre aux fonctions des ministres qui ne savent même pas s'exprimer correctement, qui font des fautes à tout bout de champ. Il faut qu'on arrête de mettre à tête des agences, des parents, des amis, des gens de l'ethnie et tout cela. C'est pas bon. Tant qu'on fera ça, c'est comme disait l'autre, si est la branche sur laquelle on est assis. C'est ce qui va arriver malheureusement à ce monsieur-là. Oui. En parlant de l'utilisation de nos ressources, comment accueillez-vous cette réduction de la pénalité que devait payer la Sonatel à coût de 12 milliards? Non, ce n'est pas 12 milliards, c'est 13 milliards 9, ramené à 1,5 milliard. Mais ça aussi, moi, je dis, je n'ai pas vu de dossier. Mais moi, vous savez, à quoi j'étais habitué? À réfléchir, à essayer de fonctionner par la logique. Je dis, les mêmes personnes, ce collège-là, ils se sont penchés sur ce dossier-là pendant longtemps pour dire,
Ce dossier mérite une amende de 13 milliards 900 millions. Et les mêmes, parce que même en justice, il y a le tribunal de première instance, la cour d'appel, ainsi de suite, mais là, c'est les mêmes qui se réunissent de nouveau. S'ils disaient, oui, mais bon, c'est vrai que 13 milliards 9, c'est un peu dur, bon, on va faire 11 milliards ou 10 milliards, on aurait compris. Mais 1,5 milliard, c'est des miettes, c'est des broutilles. Madame Mbacké, ce sont ces choses-là qui choquent, ce sont ces choses-là qui heurtent et qui font que, il ne faut pas que le Premier ministre ou celui qui l'a chargé de dire ce qu'il a dit se trompe. Même si les gens ne disent pas tout haut, ils n'en pensent pas moins. Et c'est ce qu'ils pensent qui est le plus important que ce qui peut être dit. Parce que ce qui peut être dit, c'est dit comme nos amis et frères griots peuvent le dire. Vous savez, ils sont capables de chanter les louanges du plus minable, du plus mal né, ou appelons ça comme on veut, mais tout le monde sait ce qu'il en est. Or, c'est ça qui se passe avec ces gens-là. Oui. Il faut qu'ils soient sérieux. Moi, s'ils sont sérieux, s'ils font bien leur travail, s'ils arrêtent de piller le pays, s'ils arrêtent de faire du favoritisme, de l'ethnicisme, etc., je serai l'homme le plus heureux parce que je pourrai enfin me reposer. Parce que, dites-vous bien que ce que je fais, ce que je dis, c'est pas pour avoir un poste, c'est pas pour avoir une sinécure. C'est parce que je sais que je le dois au Sénégal, parce que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je le dois à ce pays-là. Donc, je dois lui rendre cela. C'est ça mon problème, mais c'est pas d'avoir... Parce que sinon, on serait réglé depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, lorsqu'on prend des gars dans la rue, là, pour le nommer PCA ou machin, ou truc, là, mais j'aurais pu. Mais c'est pas ça. Et pour Dieu sait qu'il y a eu des velléités, des appels au niveau le plus élevé. Ah oui? Mais je ne veux pas être complice. Oui? Le chef de l'État a eu à j'ai dit au niveau le plus élevé, l'entourage, les parents, les machins, tout ça là. Je m'en tiens là parce que je n'aime pas cibler individuellement des gens. Mais ça s'est passé. Mais je dis, je ne veux pas manger de ce pain-là. Parce que je suis déjà rassasié. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. Parce que si je le fais, demain, je ne pourrai plus ouvrir la bouche. Or, moi, je suis tellement épris de ma liberté, comme doit l'être d'ailleurs tout individu. Parce que sinon, on est esclave. Oui. Hors de nos frontières, avec la complicité de Alioune Badara Ndiaye, regardons ces images avec vous, Monsieur Moussa Touré. Alors, une manifestation contre le régime du président Macky Sall en plein cœur de New York, qu'est-ce que cela vous fait? Oui, je suis malheureux, mais à la fois aussi fier. Parce que c'est vrai qu'il y a des régimes qui font des désastres dans leur pays, mais les autres opposants n'ont pas été jusque-là. Ça prouve quand même que nous sommes aussi une démocratie. C'est ça qu'il faut d'ailleurs sauvegarder. Seulement, je suis malheureux pour le président de la République, parce qu'il aime toujours faire bonne figure à l'extérieur. Et manifestement, ce qu'on a vu là, que j'ai vu déjà d'ailleurs, ne milite pas à agrandir son image auprès de nos différents partenaires. Oui. Comment décryptez-vous cette attitude des Sénégalais de l'extérieur? Mais les Sénégalais, c'est leur nature, ils sont frondeurs. Les Sénégalais, comme je vous dis, parce que ce sont des gens quand même qui ont leur courage. Parce que c'est pas facile d'aller manifester, perdre son temps, surtout tous ces gens-là doivent travailler. Ils laissent leur travail pour aller manifester. Mais ça veut dire simplement que ce sont ceux-là qu'il faut convaincre. Ce sont ces gens-là qu'il faut soigner plutôt que les transhumants, comme je vous disais tout à l'heure. Ou les tudiféraires, là, n'est-ce pas, qui chantent les louanges. C'est que les ministres d'État, là, qui font les mbandekat, là, les tahorankat là, qui chantent des choses comme ça. Non, c'est pas cela qui vont le faire gagner, c'est cela. On n'est pas en République. L'image du Sénégal. L'image est mauvaise. Ces images dont je vous parle, des ministres d'État, des choses qui font des choses comme ça, ou bien un ministre qui va dire qu'il est envoyé quelque part pour représenter un député, ou bien des ministres qui s'accusent de se noyauter l'un l'autre là, des enregistrements qu'on dit faux, vrai, etc., selon, etc. Mais attendez. Ça, c'est la décrépitude. C'est nauséabond, tout ça. Et
ce sont des signes d'un régime qui a duré trop longtemps et qui est vieillissant, usé. Et on ne peut pas comprendre qu'un régime qui a 4 ans, n'est-ce pas, en arrive là. Ça veut dire simplement que, je le dis tout le temps, et c'est pas pour Sané-Kher, tous ces gens-là, ils n'ont pas la culture de l'État. Moi, de mon temps, on a eu au gouvernement, moi-même personnellement, j'ai eu 1 ou 2 ministres que je n'aimais pas du tout, qui ne m'aimaient pas. Oui. On se détestait. Ah oui? Mais j'étais surpris en tant que ministre des Finances que je règle les problèmes de leur ministère. Et ils étaient surpris, ils me disaient, mais enfin, oui, mais je dis non, c'est pas pour vous. C'est parce que d'abord c'est pour le pays. Ensuite, le président de la République qui nous a choisis, nous tous, qui nous a confié à chacun une partie de ses responsabilités, de ses compétences, nous devons faire en sorte que nous travaillons pour l'objet pour lequel... Ce qui veut dire que les problèmes crypto-personnels ne devraient pas être supérieurs à l'intérêt de la nation. À ce niveau-là, pour se faire enregistrer là, j'ai écouté un enregistrement, on dit que c'est faux. Je prie Dieu, je prie Allah pour que ce soit faux. Parce que si c'est vrai cet enregistrement-là, vraiment, nous sommes malheureux. Parce que les insultes ordurières, même nous, enfants, à la Médina, on ne nous est pas de ces insultes-là. C'est terrible cet enregistrement-là. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Oui. Alors, pour qu'on dise que c'est vrai ou c'est pas vrai, on ne prête qu'aux riches. Si le monsieur était connu comme étant très policier, très correct, personne n'oserait dire que c'est lui qui a prononcé ça. Non, c'est pas vrai. Oui. Alors, en tout cas, tout le monde l'a écouté. Mais nous sommes dans un monde de voyous. Je l'ai dit quelque part là, l'État est presque en train de devenir un État voyou. Parce que animé par des voyous dans toutes leurs pratiques. C'est dommage, mais c'est comme ça. Oui. Et nous parlons de ce dossier chaud, à savoir le mouvement d'humeur qui sévit à Rebeuss après la mutinerie de mardi dernier, 1 mort et 41 blessés, dont 14 gardes pénitentiaires. N'est-il pas pressant de régler cette situation dans les prisons? Vous savez, moi j'ai eu à être le correcteur parce que je le fais souvent. Oui. Les gens qui écrivent des livres et puis qui me soumettent le manuscrit pour que je puisse corriger par-ci, par-là ou donner mon avis. Et quelqu'un qui avait été condamné et emprisonné à Rebeuss, qui a passé un séjour assez long. Mais en corrigeant ce livre-là, j'ai découvert des choses ahurissantes. Les conditions dans lesquelles ils dorment, les conditions d'hygiène. Dormir serré. On n'a même pas 20 cm entre les gens. Ils sont collés les uns et les autres. Les conditions d'hygiène, les repas, etc., etc. C'est ahurissant, c'est exécrable. Et moi, je dis que l'une des premières missions que ce gouvernement, à partir de cette histoire, doit s'assigner, c'est d'aller construire hors de Dakar une prison moderne. Il y a un projet à Sébikotane. Mais depuis quand? Depuis qu'on en parle, vous étiez jeune fille, Madame Baké. Ça fait longtemps. Il faut le faire. Ce projet-là, il faut le faire parce que, et vraiment faire quelque chose de plus moderne, parce que ça, c'est inhumain. Ce que j'ai lu, moi, je prie Dieu, bon, il paraît que des fois, ils ont des velléités de m'amener là-bas, passer 2 ou 3 nuits, bon, ça, je peux encore. Mais franchement, y rester longtemps, c'est pas bon. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est une honte pour le Sénégal. Oui. Pour ne pas être alarmiste, craignez-vous que pareille situation se produise dans toutes les prisons du Sénégal? Non, parce que je crois qu'ici, il y a eu quand même, et puis il y a une concentration très forte ici, il y a eu un ras-le-bol, et puis je pense aussi qu'ils vont prendre des mesures pour changer un peu les choses. Ce qu'on fait au Sénégal, tout le monde sait, des budgets sont votés, des crédits sont votés, mais dans ce domaine comme dans d'autres, on a eu des échos dans le temps, je ne sais pas ceux qui sont là actuellement, des échos où quand on a prévu 300 francs ou 400 francs pour nourrir un prisonnier, c'est 200 francs qui sont dépensés, le reste va ailleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'est des choses qui s'empilent et qui finalement rendent la situation intolérable. Oui. Mais ces prisonniers-là, encore, moi, ce qui me choque le plus, c'est ça, bien sûr, mais le plus, c'est cette cohorte de gens qui sont en détention préventive, oui, qui restent des années sans être jugés. Ça, c'est un déni du droit. La détention préventive doit être l'exception. Surtout
on s'attache à faire en sorte que la personne puisse être retrouvée. Surtout que d'ailleurs, vous savez, Madame Baké, je l'ai toujours dit, c'est souvent des gens qui ont volé un poulet, un mouton, une bicyclette. Hein? Mais ceux qui ont volé des milliards, ils ont, s'ils sont pris, parce que souvent ils sont là avec nous, et s'ils sont pris, ils ont un quartier à eux, des conditions, ils ont même parmi les prisonniers des boys, ou tout. Bon, je ne parle pas d'autre chose. Oui. Hein? Alors, c'est tout ça, il faut mettre fin à tout ça. Vous savez, le Sénégal a les moyens d'être une société moderne. Je lisais tout à l'heure un document dans lequel on disait qu'en 1960, notre indépendance, il y a 2 pays, le Portugal et surtout la Corée du Sud, qui étaient au même niveau de développement que le Sénégal. Aujourd'hui, la Corée du Sud est 15e mondiale. Le Sénégal est 170e. Il faut que ça fasse réfléchir. Et pourtant, la Corée du Sud n'a pas été un pays qui a avancé sur un fleuve tranquille. Moi, j'ai été en 89, en 88, en 89, et puis j'étais en 91. Ils étaient en pleine crise politique et tout cela. Mais ça n'a pas entaché le caractère travailleur de ce peuple-là. Il faut qu'on, vous savez, de haut en bas, qu'on puisse de nouveau insuffler aux jeunes Sénégalais, aux Sénégalais de manière générale, le travail, le respect, le sérieux, l'honnêteté, etc., etc. Oui. Et j'aime toujours à dire, même si je suis féru d'économie, que le problème de notre Sénégal d'aujourd'hui, c'est pas tant l'économie. Parce que l'économie, quels que soient les dégâts qui peuvent être faits, on l'a vu en 2012, on peut en 4 ans, 5 ans, réparer tout cela. Par contre, les dégâts qui sont faits dans la tête des gens, comme si on leur avait donné des coups de marteau, pour les rendre serviles, pour les rendre veulent, pour les rendre sans aucune qualité, pour les rendre amorphes, etc., etc. C'est ça qui peut à un moment donné être irréversible. Et je crains qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas loin de l'irréversibilité de cette situation-là. Oui, dans la justice, il faut que nous nous reprenions, nous, Sénégalais. D'accord. Et nous restons dans le domaine de la justice avec la greffe du site Juste Net. N'êtes-vous pas tenté de savoir à quoi joue l'État? Parce que c'est un problème qui commence à perdurer. Je disais l'autre jour, j'ai discuté avec un de mes collègues qui est dans notre coalition, qui est un éminent universitaire. Oui, bon, en toute honnêteté, moi, j'aime dire la vérité. Je dis que vraiment, je lui dis, tes collègues-là, ce que vous demandez là, c'est quand même exagéré. Et puis, il me répond, et puis je réfléchis. Je dis, oui, mais c'est vrai, parce que, vous savez, quand Madame Baké, on vous augmente de salaire de 100 000 francs. C'est bien, dans l'absolu. Mais quand vous avez en face de vous un collègue qui a fait les mêmes cursus, les mêmes choses que vous, on l'augmente de 500 000 francs. Oui. Mais à un moment donné, vous dites, mais où est la justice? Et alors, quand ils vont en grève, quand ils cassent, quand ils machinent, on dit, oui, mais pourtant ils sont bien payés. C'est sûr, quelquefois ils sont bien payés. Mais ils ne sont pas payés à la hauteur de ceux-là à qui on verse des sommes. Je ne dirais pas qu'ils ne méritent pas, mais que les autres méritent autant qu'eux. C'est-à-dire, c'est la justice. Et malheureusement, non pas mon grand-père à moi, votre grand-père à vous, Abdoulaye Wade, a mis à terre les statuts de la fonction publique. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de... Alors, on augmente par-ci, par-là, ceux qui râlent les plus, ceux qui ne râlent pas ne sont pas augmentés, si bien que... C'est tout ça qu'il faut remettre à plat et réintroduire la justice à partir du diplôme, à partir de l'expérience, à partir des compétences. Oui. Tant que ce ne sera pas fait, si ce ne sont pas les professeurs qui vont en grève, ce sont les greffiers, ce sont les magistrats eux-mêmes, ou d'autres, parce que les équilibres ont été rompus. Et chacun essaie de faire en sorte de monter pour atteindre l'autre. Et quand il atteint l'autre, l'autre aussi va monter pour atteindre encore l'autre. C'est un phénomène sans fin. Oui.
C'est ça qui a été créé dans ce pays-là. Dans ce pays. En politique, le week-end dernier, on a assisté à la sortie au vitriol de Serigne Moustapha Sy, le guide des Moustarchidines, en soutenant Khalifa Sall. Quel message ce guide a voulu lancer? Moi, franchement, ça je l'ai lu, mais sans commentaire particulier. C'est un citoyen qui a le droit d'avoir non seulement son opinion, mais sa préférence, et qui a le droit aussi de s'impliquer en politique. Alors, je pense que c'est son droit, moi, je m'en tiens. Une alliance politico-religieuse est-elle fructueuse? Non, je ne dirais pas que c'est une alliance, mais je veux dire, il a le droit de s'exprimer, lui. Maintenant, vous savez, c'est un phénomène assez compliqué. Ça, c'est son droit, c'est le droit. Oui. Mais une fois que quelqu'un est en situation, c'est là où il doit être prudent et faire attention. Vous savez, on a vécu la période Wade. Et ça n'a pas été très heureux dans la gestion des affaires, je ne dirais pas religieuses, affaires musulmanes, entre différentes confréries. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il faut toutes les aimer, ces confréries-là, toutes les chérir de la même façon. Mais en sachant que on le fait parce que c'est une institution globalement sociale de ce pays-là. Et de la même façon, le faire pour tous ceux qui peuvent, dans leurs activités, apporter une augmentation, un ajout de stabilité et de paix dans ce pays. C'est la même chose du cardinal Sarr, la même chose aussi envers d'autres institutions à caractère social. Mais il ne faut pas le faire aussi pour que les gens aient l'impression qu'on les achète, qu'on achète leur voix. Ça aussi, c'est pas bon. Non seulement ça discrédite le pouvoir, mais ça discrédite aussi ces familles religieuses-là. Dernière question. À New York se tient présentement l'Assemblée générale des Nations unies. En 2016, l'ONU joue-t-elle son rôle pleinement, vu les multiples crises qui secouent la planète? Vous savez, j'ai un ami qui a été un éminent responsable de l'ONU. Lorsque j'ai été nommé président de la commission de l'UEMOA, il me disait, oui, mais en tout cas, ces choses-là, vous allez faire rien. Mais à la limite, je suis très heureux parce qu'à la commission de l'UEMOA, on a pu faire des choses concrètes. Mais à l'ONU, c'est un éternel recommencement. Et je crois que c'est De Gaulle ou Mao, je ne sais plus lequel d'ailleurs, qui disait, le pape, combien de régiments. Et malheureusement, la paix dans ce monde repose sur la force. Si tu n'as pas de force, tu ne peux pas imposer la paix. Malheureusement, l'ONU n'a pas de force. Si elle doit compter sur nos militaires sénégalais, là, n'est-ce pas, pour qui c'est une chance d'aller là-bas parce qu'ils vont gagner un peu d'argent, ou autre là, ce n'est pas une véritable force pour imposer la paix. Merci à vous, M. Moussa Touré. Je rappelle que vous êtes le président du parti Jariñ Sama Réew et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Madame Baké. Et toujours heureux de revenir sur le plateau de Walfadjri. Et j'apprécie toujours les émissions qui sont produites, en tout cas Opinion en particulier, parce que ça permet de s'exprimer en toute liberté, sans craindre d'être quelque part censuré ou d'être quelque part ostracisé. Je n'accuse personne. Et en tout cas, vous avez au moins cette qualité ici et je vous en félicite. Continuez dans cette voie-là. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Aline Badara Ndiaye qui a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination, Delamar pour les points esthétiques et Fallou Mbaye de Walfnet. Merci. Rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, et excellente semaine à vous.